Bonjour, bonjour les gars, bonjour. Je vais m'hasarder ce matin à aborder une question très sensible, quitte à ce que cela me coûte encore des injures comme d'habitude. Les gens diront que je suis prétentieux, d'aucuns, peut-être que j'aborde toutes les questions, même les questions que je ne maîtrise pas. Mais toujours est-il dit que moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de sociologie. Et si je m'intéresse aux questions de sociologie, c'est parce que je me rends compte que toutes les difficultés de notre vie, surtout de chez nous en Afrique, chez moi au Cameroun en particulier, viennent du fait que aucune sociologie camerounaise n'est véritablement étudiée, si ce n'est la transposition d'une sociologie occidentale et une tentative d'adaptation aux questions camerounaises. Or, je me dis qu'à un moment donné, nous pouvons faire preuve de science et poser les questions fondamentales afin de mieux cerner notre société pour lui apporter les solutions dont elle a besoin. Je me suis dit depuis un temps qu'il ne faut pas seulement aborder les questions politiques parce que le mal que connaît notre pays n'est pas seulement lié au fait qu'il y a une mauvaise gouvernance. Il est également lié au fait que le peuple, d'une manière générale, est totalement traumatisé et déconnecté de plusieurs réalité, ce qui fait que les gens développent beaucoup de frustration au quotidien, ce qui amène dans notre société à ne créer que des foyers de frustration en frustration, de génération en génération. Et ces frustrations sont souvent transmises au sein de la cellule familiale et elles se reproduisent demain lorsque les enfants grandissent. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de vie politique. Il y a aussi une question profonde de société camerounaise qu'il va falloir, je veux dire aujourd'hui, percer. Il va falloir aujourd'hui faire l'autopsie même de la sociologie globale de notre société. Donc vous voyez par exemple, les gens ont l'habitude d'acheter peut-être 1 mètre carré, 80 mètres carrés de terrain et lors de la construction, ils tentent de tendre la fronde pour voler 2 mètres sur la route. En fait, c'est une question liée de société qui n'est pas seulement liée à la mauvaise gouvernance, mais liée au fait que nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Et si nous sommes malades, c'est parce que dans la plupart des temps, les gens n'ont pas pris le temps de nous mettre face à nos responsabilités et de nous dire que le mal que nous faisons à la société, c'est le mal que nous faisons à nous-mêmes. Et nous payons tous le prix de ce mal-là, même si à un moment on pense faire ce mal aux autres. Alors, quand je parle, les gens disent non, mais voilà pourquoi tu penses que. En fait, moi j'ai depuis un certain temps regardé d'abord autour de moi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui amène souvent les gens à finir leur vie sans se construire, sans construire une véritable vie? Parce qu'on peut même se construire, mais beaucoup de personnes finissent leur vie sans se construire, sans construire une vie, sans bâtir une vie. Et parfois, lorsqu'on a connu un échec social, on peut faire l'erreur de prendre un engagement politique pensant que l'engagement politique peut nous servir de refuge. Or, même lorsqu'on fait la politique, lorsqu'on s'engage dans un parti politique, lorsqu'on s'engage dans un combat politique, parce qu'on a connu un échec social, on ne peut pas être un vrai militant, parce qu'on est frustré, on est fâché, on veut seulement faire du désordre parce qu'on se dit qu'on n'a plus rien à perdre ni à gagner. Et pourtant, lorsqu'on a été soi-même capable de s'organiser, d'organiser sa vie, de la construire, de la mettre sur les rails, qu'on soit riche ou pauvre, mais lorsqu'on était capable de mettre sa propre vie sur les rails, il est très facile, voilà, de faire de la politique et de faire une politique constructive parce que à la base, on veut transmettre les idées qu'on a.
On veut remettre les idées qu'on a dans la participation de la construction de la vie de la société et non vouloir tout simplement se bâtir soi-même. Et non vouloir tout simplement se construire soi-même. Donc, je fixe d'abord ces bases pour amener d'autres frustrés qui viendront m'écouter et qui vont tirer des conclusions hâtives, juste parce qu'eux aussi, ils ont les mêmes problèmes que je suis en train de décrire, qu'en fait, je ne suis pas peut-être plus mieux que les uns et les autres. Je ne suis pas plus mieux que ceux à qui je parle. Mais la différence peut-être entre moi et les autres est qu'à chaque fois que j'ai rencontré des difficultés, à chaque fois que je me suis battu, j'ai fait face aux difficultés. À chaque fois que je me suis battu, à chaque fois que je fais face à une réalité, je ne pléniche pas, je ne pleure pas. J'observe et je me demande, mais est-ce que si j'avais fait ci et ça, j'allais tomber dans ce piège-là? Est-ce que si les choses étaient arrangées comme ça, au sein du gouvernement, ceci allait arriver? Donc, quand je suis face à un accident de la route, quand je suis face à un incendie, quand je suis face à un cas de maladie, quand je suis face à ci et ça, je n'ai pas peut-être la même réaction que les autres. C'est peut-être pour ça que je développe beaucoup plus les projets sociaux que les projets simplement économiques. Alors, je suis venu dans ce direct pour que nous puissions ensemble, aujourd'hui, remettre, voilà, passer au script de la pensée, les questions de sociologie liées aux échecs sociaux que plusieurs d'entre nous connaissent, dont je suis l'une des premières victimes, parce qu'il faut dire que même jusqu'en 2017, je n'avais aucune orientation de ma vie, même si je me battais contre vent et marée chaque jour pour avoir de quoi nourrir. Il faut dire que jusque-là, je me battais tout simplement. Je suis même parti du Cameroun, j'ai vécu à l'étranger plus de 5 ans. Je suis revenu sur place, mais j'ai pris le temps d'observer beaucoup de personnes, beaucoup de comportements, de voir d'où les hommes tirent leur frustration, qu'est-ce qui peut amener les gens à être violents, à être agressifs, à être méchants, à être mauvais, à être rancuniers. Et je me rends compte que ce sont d'abord des questions de sociologie que nous n'avons pas pu régler au sein de nous-mêmes. C'est le manque d'informations que certains ont sur eux-mêmes. C'est le manque d'empathie vis-à-vis de soi-même. C'est l'incapacité de comprendre ses propres émotions, de comprendre ses propres états d'âme, de comprendre ses propres difficultés, d'attribuer un nom à chaque émotion, à chaque difficulté, à chaque état d'âme, à chaque pensée profonde. Alors, quand on ne peut pas les attribuer des noms, quand on ne peut pas les nommer, quand on ne peut pas les cerner, cela développe donc autour de nous parfois une jalousie, une haine. Voilà, ça développe des comportements que nous laissons par la suite agir. Voilà, ça développe des défauts que nous laissons agir dans nos comportements. Et puis, on se dit que oui, c'est pas grave. Mais lorsque tout le monde finit alors par devenir méchant, par devenir mauvais, par devenir aigri, par devenir sorcier, la société donne ce que ça donne au Cameroun aujourd'hui là. Ça donne dans cette société camerounaise de manière globale là, où finalement on ne sait plus à qui faire confiance, finalement tout le monde est agressif, tout le monde est devenu un voleur en cachette, tout le monde est devenu un aigri, tout le monde est devenu frustré, chacun est fâché contre chacun, ceux qui volent se plaignent de ceux qui sont volés, ceux qui sont volés se plaignent de ceux qui volent, ainsi de suite. Or, il y a des questions que si vous avez pu poser sur la table, il est difficile de vous comporter comme monsieur tout le monde. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, comme je disais tantôt, je ne parle pas parce que je suis plus intelligent que vous. Je ne vous parle pas parce que je suis plus riche que vous. Je ne vous parle pas parce que je suis plus rusé que vous. Je ne vous parle pas parce que je suis fort. Je vous parle simplement parce que je me dis que devant des difficultés, j'ai une autre analyse. C'est pour ça que ce sont des partages. Donc, au lieu que les gens viennent faire des accusations et des tirs à bas dans mes directs, faites des propositions parce que mon mur est d'abord considéré comme une école. Mon mur est considéré comme un lieu où on peut s'échanger des connaissances avant d'être considéré comme ma propre page Facebook. Alors, pourquoi beaucoup de personnes finissent leur vie sans construire? Pourquoi certaines personnes de la diaspora finissent par regretter leur aventure à la dernière minute? Cette question a choqué plus d'un parce que les gens se disent, mais pourquoi il dit ça? En fait, il y a une réalité que j'ai regardée en Europe. Si vous déposez à Paris, excusez-moi la petite pause,
Voilà, la petite pause. Donc, je disais que j'ai vu une réalité à la diaspora. Si on garde à Paris un vol, un avion qui peut contenir 100 000 personnes, et on demande quels sont ceux qui veulent rentrer dans leur pays et qu'arriver dans leur pays, on leur remet un capital d'1 million de francs pour relancer leur vie. Vous verrez comme beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains prendront ce vol. Vous les verrez bousculer pour entrer. C'est pour ça qu'ils se battent pour que ça change dans notre pays. Ils se battent parce qu'ils savent que s'ils sont partis, c'est parce que c'était difficile au pays. Mais là-bas aussi, ce n'est pas facile comme les gens pensent. Donc, quand j'ai parcouru ces pays-là, je me suis dit, qu'est-ce qui peut alors amener? À l'époque, j'ai discuté avec certains amis là, mais je leur disais que les gars, mais nous ne nous en sortons pas ici. Pourquoi on ne rentre pas? Pourquoi on ne rentre pas? Et puis on me disait, faut-il, on rentre faire quoi? C'est dur ici, oui, mais c'est plus dur là-bas. Et je me rends compte aujourd'hui que depuis 2017 que je suis rentré, ça fait 4 ans déjà, certes, ça n'a pas marché comme j'avais voulu, mais c'est 10 fois mieux. Pas que je m'en sors plus que les gars de Paris, il faudrait bien qu'on se comprenne. Je ne dis pas que je m'en sors plus que les gars de Paris. Je suis en train de dire que comment les gens arrivent à échouer totalement leur vie. Le mot échouer la vie existe. Donc ne faisons pas comme si c'est une leçon que je donne. Non, le mot échouer la vie existe. Et de nombreuses personnes échouent leur vie. Vous voulez les rencontrer, vous voulez les connaître? Ils sont dans nos marchés, ils ont 70 ans, ils vendent les aiguilles. Ils sont dans la rue, ils ont 75 ans. Ils font le bain skin. Ils font le pouce. Ils portent les planches. Ce sont des mamans de 90 ans. Ce sont les mamans de 70 ans qui se promènent avec quelques graines d'arachide dans le seau. Les gens vont me dire que oui, tout le monde n'est pas fait pour être riche. Non, ce n'est pas vrai. Même si on n'est pas tous faits pour être riches, il y a quand même un niveau de souffrance qu'on ne devrait pas atteindre étant être humain. Parce qu'après cette vie, je ne pense pas qu'on reviendra encore ici pour vivre une autre. Et ce sont des choses que lorsque nous regardons des personnes qui se trouvent dans cette situation, des papas que nous les rencontrons dans nos marchés en train de vendre les aiguilles, ils ne parviennent plus à parler, ils ne parviennent plus à marcher, ils ont une culotte totalement déchirée. Pourtant, peut-être ils ont fait des enfants, pourtant, peut-être ils ont été employés quelque part, pourtant, peut-être ils ont construit une maison, pourtant, ils ont même fait un mariage. Quand nous regardons ces situations, quand nous regardons des personnes de cet âge, la première des choses qui doit traverser notre esprit, la première question que nous devons nous poser, c'est comment en est-on arrivé là? Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là, à cet âge? Comment est-ce qu'il est arrivé là à cet âge? Alors, comment les gens arrivent là-bas? Comment les gens arrivent à devenir ça? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réfléchi construire leur pas d'immeuble. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réfléchi bâtir une vie aisée, une vie normale. C'est juste qu'ils ont développé une certaine négligence. Ils ont développé un laxisme. Ils ont développé une inertie durant leur jeunesse. Donc, entre l'âge de 30 ans et 50 ans, parce que c'est le seul moment où on bâtit sa vie. 30 ans et 50 ans, quand tu as échoué entre 30 ans et 50 ans, il est difficile de faire encore quelque chose. Mais les plus intelligents parviennent toujours à se rattraper, même à 60 ans. Il suffit déjà de prendre conscience qu'on n'a pas pris de bonnes bases. Alors, les gens autour de moi, je compte d'abord mon histoire. Peut-être ça peut vous inspirer.
Je suis arrivé à Douala le 12 septembre 2006. Je ne connaissais personne dans la ville. J'y avais déjà été dans le passé, mais en vacances, c'était en 99, en 2001. Je venais en vacances chez mon grand frère, donc je ne maîtrisais pas la ville. Je ne maîtrisais pas la ville. J'ai alors installé mes bagages à l'entrée chez un ami. Je dis encore, permettez à tous les frustrés qui sont sur ma page, je vous ai dit, je ne suis pas en train de donner des leçons à qui que ce soit. Je pose des questions de la société, quitte à ce que ceux qui veulent tirer des leçons tirent des leçons. Donc, mon ami est Nascimento. Même si j'ai construit 10 maisons, ce sont mes problèmes. Je n'ai pas construit, ce sont mes problèmes, mais ça ne m'empêchera pas de parler. J'ai dit, il y a ceux qui ont échoué. Il y a ceux qui ont réussi. Mais comment ceux qui ont échoué font pour échouer? Voilà. Donc, je suis arrivé en 2006. À Douala, je ne connaissais personne chez qui habiter. Mon grand frère ne pouvait pas me recevoir. Parce qu'on se disait que j'étais un délinquant. On ne comprenait pas comment je suis parti de Yaoundé pour décider de venir m'installer à Douala. Donc personne ne m'a reçu chez lui. Ni mes frères ni mes soeurs me considéraient comme un délinquant. Et puis j'ai accepté ça comme ça. Je suis allé m'installer à l'entrée. Je me suis battu, j'ai tourné comme je pouvais. Et après, je suis rentré à l'école, j'ai fait ce que je pouvais. En 2011, lorsque je fais tous les docteurs c'est là. En 2011, lorsque je fais la soutenance, je décroche un boulot dans une première entreprise, après dans une seconde, après dans une troisième, comme n'importe quel jeune qui vient de sortir de l'école. Et par la suite, en 2013, je décide de partir du Cameroun. Même étant hors du Cameroun, j'ai fait des projets, j'ai travaillé dans de grandes structures, parfois comme directeur technique, parfois comme ouvrier, ça dépendait. Et après, je décide de revenir au Cameroun. Mais là n'est pas la question, ça c'est mon histoire. Ce n'est pas en fait ce que je vais vous dire. Parce que la question est de savoir comment les gens ne parviennent pas à construire leur vie. Ça va choquer plus d'un, mais je vais parler. Quand je reviens ici en 2017, je m'installe chez un cousin avec qui on faisait le bain skin à l'époque. Étant chez lui, je dormais sur le canapé. Ça, c'est en 2017. Je ne parle pas de 2016. Parce qu'en 2016, quand j'avais même encore une chambre quand j'arrivais au Cameroun pour la première fois en 2015 avant de repartir en 2016. J'avais même encore une chambre. Donc en 2017, je dors chez mon cousin sur le canapé. Lui, sur le canapé. Mes amis connaissent. Et tous les jours, je lui dis, gars, comment tu peux expliquer que depuis 2010, nous avons commencé à chercher la vie. Nous sommes en 2017 et nous n'avons pas acheté de terrain. Est-ce que tu trouves ça normal? Il me dit, comment ça? Je dis que, mais toi, tu es arrivé à Douala en 2004. Toi, tu es arrivé en 2004. Nous sommes en 2017, ça fait 13 ans. Tu n'as pas pu acheter un terrain de 500 000 francs. Comment ça se passe? Est-ce que tu trouves ça normal? Ça veut dire que si tu calcules 13 ans fois 365, ça fait 4745 jours. Tu n'as pas pu en 4547 jours avoir 500 000 francs. Donc si tu prends 4545 jours, tu divises par 500 000, mon frère. Donc on n'a même pas été capable de travailler 200 francs par jour. Donc en 13 ans de travail, de bain skin, de pousse, de commerce, de chantier, de ci et de ça, on n'a pas pu s'acheter un terrain de 500 000 francs. Est-ce que c'est normal? Et puis,
Les gars me disent, ce que tu dis, c'est inquiétant. Et alors, je lui dis, gars, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va commencer à garder 1000 francs par jour pour pouvoir nous acheter un terrain. Si on fait 1000 francs par jour sur un an, après dire non, 1000 francs c'est beaucoup, on peut même ne pas avoir ça le soir. On va commencer à faire des économies de 500 francs par jour. Ça va faire qu'en 2 ans, on aura 700 000. Avec 700 000, on peut s'acheter un terrain dans l'eau. Les gars me disent, gars, j'ai déjà trop souffert. 500 par jour, ça va me donner l'argent quand? Nous sommes en 2016. Et je me rends compte, avec les mêmes frères et amis, en 2018. On est dans un deuil au village, on fait des commentaires. Et dit, gars, ça fait 2 ans que j'avais demandé qu'on garde 500 000 francs par jour. Plusieurs ont trouvé que c'était difficile. Qu'on garde 500 francs par jour, plusieurs ont trouvé que c'était difficile. Alors aujourd'hui, vous avez pu garder combien? Les gars sont dans la même position. Ils sont en location. Je ne dis pas qu'ils ont déménagé jusqu'à présent. Hein. Ils sont toujours en location. Donc, il y a ceux qui sont arrivés en 2004, ceux qui sont arrivés en 2002, d'autres qui sont arrivés en 1999. Alors, quelqu'un qui est arrivé en ville en 1999, donc il a arrêté ses études en 1999, et qu'en 2021, il n'a pas eu 500 000 francs pour s'acheter un terrain. Parce qu'il dit que c'est dur. Donc, en 21 ans de vie, tu n'as pas pu épargner 500 000 francs. Même si on te confie la mairie de Douala Premier, tu ne peux pas gérer. C'est cru, mais je vous le dis. Même si on te confie la succession de ton père, tu vas vendre quel terrain? Tu vas vendre même les crânes. Même si on te donne la présence d'une association, tu vas détourner de l'argent. Même si c'est vrai, ça peut choquer. Parce qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je dis. Mais c'est après 21 ans de vie active, tu n'as pas pu épargner 500 000 francs. Même si on te nomme ministre, tu ne vas rien faire, tu vas détourner de l'argent. Même si on te nomme député, tu ne vas rien faire. Donc, quand les gens regardent l'état de putréfaction avancé de notre société, ils pensent que c'est seulement parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Non. Il y a un problème de fond, c'est que la majorité des gens dans notre pays n'ont pas été bien formés pour la transformation du monde. C'est parce qu'ils n'ont pas, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués pour transformer le monde. En 2018, en début 2018, j'ai discuté avec Wilfried Ekanga sur un projet de forage d'eau potable dans mon quartier Mboko, à Mboko, Douala quartier Mboko, où j'ai grandi. Et puis je lui disais que, mais est-ce que tu sais que les gens de ce quartier n'ont pas l'eau à boire? Mais on va faire les statistiques simples. Ça va choquer ceux que ça va choquer. On va faire les statistiques simples. Je lui dis que quand tu prends, pour ceux qui connaissent le quartier Mboko à Douala, quand tu prends à partir de Port-Gentil, au niveau de la grande maison, à Port-Gentil, il y a 3 bars à la grande maison. Il y a 2 bars
au niveau du pont qui est avant la grande maison. Je dis parce qu'il y a vu les gens de Mboko qui sont connectés. Il y a 3 bars avant, il y a 4 bars avant le carrefour Porcherie. Ça fait 9 bars. Il y a 3 bars au carrefour Porcherie. Ça fait 12 bars. Il y a au carrefour Casse, il y a combien de bars, Jonathan? Le grand bar du carrefour, devant chez Papa Yotaba. Le bar qui est en face du centre de coiffure d'Achimbango. Le bar qui est à côté du Soudé après Achimbango, à côté de l'hôpital de Ngandji. Le bar qui est juste après le pont. Le bar qui est au virage à l'étage en face de la réunion des témoins de Jéhovah. Le bar de l'étage. Le bar qui est en face de l'étage. Le grand bar qui est en face de l'école Manja, la société de l'école Manja. Le bar qui est en bas de la colline. Ça fait 10 bars plus 12. Ça fait 22 bars. Au carrefour Alphonse, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 bars au carrefour Alphonse. Ça fait 27 bars. Et à Borne 10 même, on a 4 bars. Ça fait 30 bars. Donc, partant de la première entrée Borne 10 jusqu'à Port-Gentil, en Mboko, on a 30 bars. Alors, si ces bars payent tous la location de seulement 15 000 francs par mois, disons seulement 25 000 francs par mois de location, ça veut dire que chaque bar arrive à réaliser un bénéfice de 25 000 par mois. Si chaque bar a seulement un ouvrier qu'on paye 50 000 francs, ça veut dire que le bar arrive à faire un bénéfice de 75 000. Si le bar paye l'électricité et tous les autres, ça veut dire que le bar arrive à faire un bénéfice de 100 000 francs chaque mois. Alors, on a 30 bars qui font 100 000 francs chaque mois, qui paient chaque 1 000 francs chaque mois de charge. Pour gagner 100 000 francs dans la vente de la boisson, il faut vendre 200 casiers environ par mois, par bar. Ça veut dire que si chaque bar, pour gagner 100 000 francs de bénéfices, doit vendre 200 casiers de bière. Je parle comme ça de première entrée Borne 10 jusqu'au quartier Port-Gentil. C'est la ligne qui constitue le quartier Mboko. Mboko Carrière. Alors, pour vendre 200 casiers de bière par mois, si chaque bar doit vendre 200 casiers de bière pour faire un bénéfice de 100 000 afin de supporter ses charges, ça veut dire que 30 bars vont vendre combien? Ça fait 30 fois 200 casiers. 30 bars vont vendre 6 000 casiers de bière. Combien coûte 6 000 casiers de bière? Si on fait 6 000 casiers de bière fois 7 800, ça fait 4 800 000 francs. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire que les gens de ce quartier boivent 46 800 000 francs autant pour moi. Donc les gens du quartier Mboko boivent 46 800 000 francs de bière par mois. Le minimum. Parce que pour vendre 200 casiers de bière, ça veut dire que je considère que chaque bar vend seulement 5 casiers par jour. 5 à 6 casiers. Donc les gars boivent 46 800 000 francs de bière par mois. Alors, un forage d'eau potable coûte aujourd'hui à Douala maximum 2 millions de francs. À Douala, maximum 2 millions de francs. Un forage d'eau potable, c'est plus comme avant. Donc, si les gens de Mboko s'abstiennent de la boisson, ils peuvent construire 20 forages d'eau en un mois dans le quartier. Et si on fait 20 forages d'eau, ça c'est seulement sur une ligne. Ce n'est pas dans tout le quartier, c'est une ligne. Donc, je vais compter les bars d'une ligne. Dans les bars en bordure de route pour entrer dans le quartier. Ça veut dire qu'on peut se retrouver en train de trouver 200 bars dans un seul quartier. Et dans chaque bar, les gens viennent boire matin, midi, soir. Alors, ce sont des personnes qui boivent dans ces bars qui finissent leur vie souvent sans construire. Et ils disent que non. Paul Biya doit partir. Oui, Paul Biya doit partir. Mais est-ce que si Paul Biya part et que nous continuons avec le même comportement, la société doit changer? Donc, voilà des gens qui boivent 46 millions de boissons.
Mais pas te manifester pour demander l'eau potable. Oui, on doit leur donner l'eau potable. Mais je pense que le communautarisme et le développement participatif est le fondement de la société africaine. Nos parents s'étaient toujours organisés pour apporter des solutions à leurs problèmes. Alors, le fait que les gens n'aient plus de capacité de leadership, d'organisation, de groupe, les empêche alors de trouver des solutions à leurs problèmes, et le manque de solutions développe des frustrations qui conduisent à ce type de militantisme politique que nous voyons. Donc voilà une rue, un bloc de quartier qui consomme. Je vous ai compté les bars avec leur nom parce que c'est mon quartier. Donc je ne compte pas les bars de Bepanda. J'ai parlé d'un quartier. Je vous donne les bars avec le nom de ceux qui gèrent ces bars. Parce que sur cette route, j'ai fait le Ben Sekin pendant 5 ans. Alors, les gens n'ont pas d'eau à boire. Ils ont une route boueuse. Ils n'ont rien. Même pas un centre de santé dans le quartier. Ils ont les voleurs, ils ne peuvent pas s'organiser en autodéfense. Ils ont des enfants qui ne se scolarisent pas normalement. Mais ils consomment 48 millions de boissons par mois dans un quartier. Alors, si un seul bloc comme Boko peut boire 48 millions de bières, combien doit alors boire? Vous pensez qu'avec ces gens, on peut changer un pays, on peut construire un pays? Non, ce n'est pas possible. Donc, les gens finissent alors leur vie sans se construire. Parce qu'ils ont passé le temps à ne s'occuper que des superflus de leur vie. Les gens vont dire qu'en Pologne, on boit. En Allemagne, on boit. Oui. Mais ils boivent en Pologne et en Allemagne parce qu'ils ont ce qu'on appelle le système social. Donc ils sont sûrs de se soigner, d'aller à l'école, de se loger et de manger. Mais vous n'avez rien. Alors les pauvres, vous partez vous mesurer à ceux qui ont déjà conclu leur société. Vous êtes dans une société naissante. Alors, comment les habitants d'un quartier pauvre comme Boko, qui est mon quartier d'enfance, peuvent boire 46 millions de boissons? Avec 46 millions, on installe 20 forages d'eau. Donc, on installe les forages après chaque 100 mètres. Et le reste d'argent qu'on boit tous les mois, là, on utilise pour entretenir les forages. Alors, vous passez le temps à dire que vous voulez vous faire plaisir. Non, je veux me faire plaisir. La vie est courte, je veux me faire plaisir. Non, je veux boire une bière, me faire plaisir. Je vais en boîte, je me fais plaisir. Je m'achète les beaux vêtements, je me fais plaisir. Et après, à l'âge de 60 ans, vous voyez donc nos papas qui sont condamnés à vendre les aiguilles dans les marchés pour s'en sortir. Oui, la société ne les a pas protégés. Le gouvernement n'a rien fait pour préparer leur retraite. Mais eux-mêmes, ils ont une part de responsabilité. Parce que lorsqu'on vit sa vie, on doit se projeter dans l'avenir. Comme j'accouche 5 enfants là, aujourd'hui je suis incapable de payer leur scolarité à la maternelle, 45 000. Je ne parviens pas à les nourrir. Mais quand ils iront à l'université, qu'est-ce que je vais faire? Quand ils seront majeurs et qu'ils auront besoin de moi plus qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? On se projette dans l'avenir et ça nous permet de nous limiter des superflus. Donc vous ne pouvez pas passer votre vie sans faire des calculs. Sans faire des calculs. Parce que les gens se disent, non, quand on sera maire. Je disais un jour lors d'une conférence, dans mon propre parti politique, que le mot maire ne donne pas d'un être humain les compétences. Le mot ministre ne te donne pas les compétences. Le mot député ne donne pas les compétences. Donc ce n'est pas parce qu'on devient maire qu'on va devenir compétent. Alors un maire qui a toujours été incompétent dans sa propre vie ne peut pas transformer une commune. Il va faire ce que nous voyons là. Quand on nomme quelqu'un ministre, il ne devient pas honnête parce qu'il est ministre.
Quelqu'un qui ne connaît pas organiser son petit quartier, son secteur, sa propre famille, qui ne peut rien organiser, sa communauté, ses amis pour qu'ils trouvent des solutions à leur vie, même s'il devient ministre, il ne fera rien pour la population. Malheureusement, c'est ça. C'est pour cette raison que un maire qui est d'abord entrepreneur, vous connaissez comment il développe sa commune. Mais un maire inerte qui a toujours compté sur les uns et les autres, qui a toujours passé sa vie à pleurnicher, même si tu lui donnes la mairie, il va pleurnicher. Parce que pour développer une commune, il faut construire des projets. Et pour construire des projets, il faut être un habitué de la construction des projets. Donc ce n'est pas parce qu'on est devenu maire. Donc les gens qui ne bâtissent pas leur vie s'engagent en politique parce qu'ils pensent qu'ils vont d'abord entrer en politique avant de changer quelque chose. Non, vous ne pouvez pas réussir. Même si on vous nomme député, vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas l'idée de transformation de la société. Malheureusement, c'est ça. Ça va choquer, mais je suis venu choquer. Donc les gens vont dire non. Oui, je suis très d'accord. Notre gouvernement a faussé. Notre gouvernement a raté. Mais nous-mêmes, Camerounais, nous avons une part de responsabilité. Parce que par la même occasion, le fait que nous soyons incapables de construire notre propre vie nous a amenés à être incapables de chasser Paul Biya. Donc nous avons préféré croiser les bras, pleurer d'abord nos vies, pleurer la vie des Camerounais, pleurer tout le monde et les gens qui nous volent sont là. Donc quand on développe l'inertie dans sa propre vie, cette inertie vient s'appliquer sur toute autre échelle de la société. Ça veut dire que les gens que tu les vois, ils sont incapables d'aller dans la rue demander à Paul Biya de partir et de libérer le Cameroun. Ce sont les mêmes qui ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Donc ne pensez pas que le fait qu'on ne soit pas capable de chasser Paul Biya, c'est parce que nous avons faim, ou c'est parce que nous nous en sortons, ou c'est parce que nous avons peur. C'est parce que nous ne connaissons pas comment on se libère soi-même. Vous voulez que quelqu'un qui est arrivé à Douala en 1990, qui a travaillé pendant 40 ans, et qu'après 40 ans, il a les mêmes problèmes de 1990, chasse Paul Biya comment? Parce que si après 40 ans de vie, il n'a pas pu se développer lui-même, comment tu penses qu'il peut avoir une idée de ce qu'on peut faire pour développer le Cameroun? C'est pour ça que vous allez voir que les pays qui connaissent beaucoup de révolutions sont des pays d'abord où la population est active. C'est pour la population qui travaille. Elle ne boit pas la bière. Elle ne couche pas les femmes à tort et à travers. Elle ne crée pas les boîtes de nuit partout. Elle travaille pour se bâtir, pour bâtir sa famille. Et lorsque cette population sent que le gouvernement constitue un blocus, elle se lève pour aller chasser le gouvernement. Alors, comment les gens qui ne peuvent pas se bâtir, qui autour d'eux ne peuvent rien transformer, qui ne balayent pas leur cou, qui ne cueillent pas les rigoles dans leur quartier, qui dorment avec les toits d'araignée, comment ces gens peuvent chasser Paul Biya? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc nos multiples problèmes, nos difficultés, nos malheurs, la destruction de ce pays vient aussi du fait que ceux qui sont dans ce pays ne savent pas se construire, donc ils ne peuvent pas construire la société.
des personnes qui développent des passions. Vous voyez, on a laissé par exemple les télévisions Novelas entrer dans toutes nos maisons. Toutes nos femmes sont devenues des esclaves des télé-Novelas. Les gens ne trouvent pas en ça un problème. Mais ils pensent que c'est le départ de Mbia qui est l'unique problème de ce pays. Oui, Mbia doit partir pour qu'on structure l'administration du pays. Mais si on structure l'administration et la gouvernance avec Kamto, avec n'importe qui, et que les gens doivent être couchés sur des canapés de 8h à 17h en train de regarder les télé-Novelas, et que vous ne trouvez pas que ça pose un problème au développement de la société, mais c'est qu'il y a un autre problème de fond qu'on n'a pas encore résolu. Regardez ce que nos femmes sont devenues avec les télé-Novelas. Peut-être vous ne voyez pas. Peut-être vous ne voyez pas ce que les télé-Novelas font à nos familles. Regardez ce que nos jeunes filles deviennent avec les télé-Novelas. Elles sont devenues toutes des rêveuses. Elles rêvent même en marchant en plein jour. Mais elles rêvent aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles vont rêver demain. Et c'est comme ça que demain sera encore plus difficile. Mais si vous n'avez pas déjà conscience qu'on vous a laissé les télé-Novelas avec toutes ces chaînes de télévision dans le câble là, aujourd'hui, un seul bloc de câble. Donc quand tu prends le câble chez toi, sur 90 chaînes, on a consacré 30 chaînes à l'église. Et nos mamans passent dans la journée au salon. Quand elle n'est pas sur Novelas, elle est en train de pleurer avec Jésus. Elle pleure, elle pleure. Mais comment quelqu'un qui pleure avec Jésus dans une maison en carabote et qui pleure depuis 20 ans peut transformer la société, même si on le nomme député, même si on le nomme maire, même s'il devient président de la République? Alors, ceux qui nous gouvernent à Yaoundé et qui volent là, c'est parce que dans la plupart des temps, ils étaient comme nous. Ceux qui nous volent à Yaoundé là, c'est parce qu'ils sont comme nous. Donc c'est parce qu'avant d'être ministre, c'était un bon dormeur, un bon à rien. C'est pour ça qu'il est devenu ministre, il vole seulement. Parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que le développement. C'est parce qu'avant d'être ministre, il ne faisait rien. Le maire de ton village qui ne fait rien là, regarde dans sa carrière, tu vas voir qu'il n'a jamais rien fait pour le village. C'est vous qui l'avez voté, mais il n'avait jamais rien fait pour votre village, mais vous l'avez voté. Parce qu'il parle bien, pensant que lui étant maire, il peut faire quoi? Le statut de maire ne donne pas la compétence à un homme. Donc nos mamans sont devenues des pleureuses. Elles pleurent dans les églises, elles pleurent sur les canapés. Parfois même on fait la messe loin à Rome. Elle met sa main sur la télévision, elle pleure avec l'écran de télé. Après elle passe sur Novelas. Elle rêve d'un amour qu'on a tourné sur les canapés jolis, dans une ville bien propre, alors qu'elle rêve de cet amour comme ça dans une maison où les cafards pleuvent partout. Et vous voulez que les gens comme ça transforment? Alors les gens passent toute leur vie sans ne rien faire. Parce qu'ils ont refusé de se concentrer sur l'essentiel de leur vie. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans. Tu ne fais rien, tu n'économises pas. On te montre le terrain, tu dis que c'est dans l'eau. On te montre l'autre, tu dis que c'est loin de la ville. On te montre l'autre, tu dis que tu trouves des excuses pour être con. Tes amis partent acheter le terrain, tu dis je ne peux pas habiter en brousse. Après 10 ans, tu peux louer dans la brousse où tu avais fui il y a 10 ans derrière. Tu deviens locataire. Tu ne deviens pas sage. On dit que voilà encore notre terrain, tu dis qu'il n'y a personne là-bas, il n'habite pas au champ. Après 10 ans, tu as 50 ans, tu peux encore là-bas louer avec tes enfants. Il y a les gens qui ont refusé d'acheter le terrain à Village. À l'époque, ils habitaient à Newbel.
On les a amenés à village acheter le terrain, ils ont refusé. Aujourd'hui, ils sont locataires à village. Et après, quand on demande pourquoi tu n'avais pas acheté, tu trouves toujours une excuse pour rester con. Tu développes la connerie, tu justifies. Tu développes la connerie, tu soutiens. Et tu as 30 ans, tu n'achètes pas le terrain parce que c'est loin, c'est l'eau. À 40 ans, tu peux louer parce qu'on a ramené, tu deviens locataire. À 45 ans, tu n'achètes pas le terrain parce que c'est la forêt. À 50 ans, tu ramasses ta famille, vous partez louer là-bas parce qu'on a, on a enlevé la forêt. À 60 ans, tu rentres au village, tu commences à nuire tous ceux qui viennent au village. Tu les vois au carrefour, donne-moi une bière. J'étais à Douala avant toi. C'est nous qui avons conçu à quoi? Tu n'as que des souvenirs de grandeur, mais zéro. J'étais chef de tel projet, j'étais directeur de... Non, mais construisez vos vies. Construisez vos vies. Noubel était dans l'eau, Dakar était dans l'eau, Bilong était dans l'eau, Village était dans l'eau, Lorbessou, Bonamou Sadji était dans l'eau, Makepe était dans l'eau, Bepanda était dans l'eau, Bonaberi était dans l'eau. Les gens ont construit sur l'eau. Vous êtes locataire. Vous êtes locataire, là où vous louez, là, il y avait l'eau. Là où vous louez, là, il y avait l'eau, c'était l'eau. Mais même l'eau, même vous n'avez même pas. Parce qu'il faut même avoir l'eau. Vous n'avez pas. Vous ne voulez même pas avoir. Vous avez toujours une excuse. Vous avez toujours une excuse. Je ne veux pas, je veux. Ma maison sera qu'une villa. Tant qu'elle est par exemple construire un château, je préfère rester locataire. Mais vous savez ce que ça fait lorsqu'on a 70 ans et on n'a rien? Je demande aux jeunes là qui blaguent là, parce que beaucoup de jeunes blaguent. Parfois ils viennent là dans mes salles de formation, tu vois, ils parlent, il a 35 ans, ils pensent qu'il est un enfant à 35 ans. À 35 ans, il pense qu'il est un enfant, il a 35 ans. Il pense qu'il est un enfant. Alors qu'à 35 ans, Thomas Sankara finissait sa carrière. Ah, Liberty, tu as refait le terrain en 2007 à lundi à 3 000 francs. Aujourd'hui, le même mètre carré de terrain coûte à 18 000. Tu vas lire. Tu vas lire. Ne pas acheter maintenant là où on vend encore. Il y a encore les endroits à lundi à 3 000. Ne pas acheter ta part là-bas maintenant. Dis que c'est loin. Tu vas louer là-bas demain. Et quand tu vas louer, tu vas insulter tout le monde. Tout le monde va être autour de toi comme l'origine de tes échecs. Moi, en Godi Bakoko, là, moi, je travaille à l'époque au groupe Piedjou, le grand collège qui est au Carrefour Harry, là. Carrefour Harry à village. Je travaillais là-bas, j'enseignais même là-bas. On vendait le terrain devant moi. Je partais souvent là-bas, dire que les gens sont venus à Douala habiter en forêt. Après, ils vont aller au village et dire qu'ils sont à Douala. Aujourd'hui, j'ai traversé Ngodi. J'ai traversé encore ce que j'ai traversé Ngodi pour aller loin devant au champ. Donc, je dis chers frères et chers frères et sœurs, chers amis, objectivons nos vies. Voyons l'avenir. Vous voyez les papas là qui sont au marché. J'ai vu un papa hier. C'est même le papa là qui m'a motivé sur ce direct. J'étais au marché central hier. J'ai vu un père. Il était vieux. Il devait avoir au minimum 80 ans. Il avait porté une table en planche sur la tête. Il marchait à peine. Il bougeait comme ça. Il bougeait comme ça. Il bougeait comme ça. Et les mamans disaient, la table c'est combien? Il dit 5 000. On dit on a 2 000. Il n'a même pas force de dire non. Il marche. Il marche. J'ai suivi le père là. J'ai suivi le père là. Jusqu'à quelque part, il m'a acheté la table à 3 000. Il a pris l'argent. Il marche. Il marche. Il marche. Il est allé juste devant la mairie de Noubel là, s'asseoir, boire une bière.
allez boire une bière. Non, mais à son âge, il n'a rien compris. Et puis j'ai dit, mais mon frère, nos jeunes vont devenir comme ça plus qu'avant. Ceux qui deviendront comme ça demain sont encore plus nombreux aujourd'hui. Donc vous êtes jeunes, vous ne faites pas la vision, vous ne regardez pas au-delà de votre vie. Vous êtes locataire dans une mini-cité conçue par un enfant de 35 ans. Vous êtes dedans, vous avez 35 ans et vous dites que vous êtes jeune. Mais tu loues chez un gars de 35 ans, tu dis que tu es jeune. Moi, je louais dans un immeuble là, à l'entrée lycée, à Village là. Et un jour, c'est un jeune qui gérait, il venait souvent, il gérait, il me disait tout que ce n'est pas son immeuble, il est seulement gestionnaire. Et un jour, on me dit que voilà la bailleresse. Je descends en bas, je vois une jeune fille, elle est bailleresse. Elle a gagné sa RAV4 là, elle vient, elle regarde sa maison comme ça. Et puis elle persévère, je dis que merde. Après, je vais vers maman, bonjour, bonjour. Et puis je dis, pardon, excuse-moi, c'est la curiosité. Vous travaillez quoi? Elle me dit que non, elle est graphiste. Et après, elle a créé une petite société d'imprimerie, donc de communication. Et elle a développé un peu les petits kiosques mobile money. Et après, elle a. Et je dis, mais donc moi, je suis locataire comme ça chez une petite fille de 35 ans. Et moi, je dis que je suis jeune. Jusqu'à quand on me dit que le père, là, je me fâche même. J'ai commencé à me rebeller contre moi, même pas contre les autres. Parce que beaucoup de gens se révoltent dans la vie lorsqu'ils s'en rendent compte qu'ils souffrent et qu'ils ont échoué. Sauf qu'au lieu de se révolter contre eux-mêmes, ils partent se révolter contre les autres. Et puis tu vois des gens, ils sont sapés. Tu vois que qui est sapé là, il est bien, il a porté une belle chemise, il a fait les cerceaux sur ses barbes, il est séduisant, toutes les belles filles veulent être avec lui. Et jusqu'à tu penses qu'il a un projet pour sa vie alors qu'il n'a rien. Il vit seulement parce qu'il est sur la terre. Il ne connaît même pas où sa vie part. Votre vie dépend de vous. Dieu ne va pas vous aider dans votre vie. Dieu ne vous aidera pas, même le gouvernement ne vous aidera pas. Quel que soit le type de gouvernement, même aux États-Unis où il y a la plus grande preuve de la bonne gouvernance, tant que la matière grise ne travaille pas, vous allez vivre dans les ghettos américains. Donc vous qui priez pensant que Dieu vous réserve un avenir là, l'avenir que Dieu vous réserve, c'est que vous allez mourir pour 15 000. C'est-à-dire que l'avenir que, comme le gouvernement vous a abandonné, il vous a donné Novelas, il vous a donné les bars, il vous a donné le football, il vous a donné les églises, il vous a donné tout ce qui peut vous distraire. C'est à vous maintenant d'ouvrir votre cerveau. Vous avez les bars, si vous voulez buvez, ça dépend de vous. Rendez-vous à 60 ans. Vous avez les églises, vous voulez vous prier jusqu'à vous dormir, mais mettez même votre tête dans les fesses du pasteur. Rendez-vous à 60 ans. Vous avez le football, supportez toutes les équipes, ne laissez aucune équipe sans supporter, supportez toutes les équipes. Rentrez de votre marché à 15 h, allez vous candidater devant le bar au carrefour, criez jusqu'à minuit, rentrez, tapez votre femme. Rendez-vous à 60 ans. Ne réfléchissez pas sur l'avenir de vos enfants, ne les structurez pas, ne vous concentrez pas pour les éduquer parce que vous êtes beaucoup plus préoccupé à gérer les maîtresses, à boire, à aller en boîte parce que vous pensez qu'à 40 ans vous êtes jeune. Rendez-vous à 60 ans. Rendez-vous à 60 ans, ne travaillez pas, priez, dansez, pleurez avec le pasteur. Dès que vous voyez une chaîne de télévision qui passe
où on fait la prière, attraper l'écran de télé comme ça, pleurer avec l'écran, secouer, invoquer Jésus qui vient vous laver des péchés, qui vient où vous avez même péché quand on ne sait pas, pleurer avec la télévision. Mais vous n'allez pas sortir des caraboutes avec ça. Moi, j'ai habité dans les caraboutes. Tout le monde habite les caraboutes. Mais ceux qui sortent des caraboutes sont ceux qui commencent à comprendre que je peux aussi mener une vie bien. Donc, je dois consacrer mon temps au travail. Donc, votre vie dépend de vous. La vie de vos enfants dépend de vous. La vie de votre famille dépend encore de vous. Même mes frères de la diaspora là, votre vie dépend de vous à la diaspora. La vie de votre famille dépend de vous à la diaspora. Donc, si tu es en France, en Europe, en Belgique et tu t'en rends compte que ça ne va pas, ce n'est pas ce que tu aurais voulu. L'avantage que tu as, c'est celui qui est resté au pays, c'est que tu as tiré une leçon de la vie. Si tu t'en rends compte que ça n'a pas donné, mon frère, cherche un petit 1 million, rentre. Va même à Ebolo, va. Reprends à zéro, même sur le bain sekin, même sur la vente des fruits. L'avantage que tu rends de la diaspora, quand tu rends de l'aventure, l'avantage que tu as, c'est qu'en 5 ans, tu peux faire ce que celui de 20 ans qui n'est pas sorti du Cameroun ne peut pas faire. C'est l'avantage que tu as. Parce que tu as tiré beaucoup de leçons. Alors, au lieu que les gens se révoltent contre eux-mêmes, ils partent se révolter contre la société, contre tout le monde. Ils deviennent agressifs. Tu dis bonjour, il dit mouf. Moi, s'il n'avait jamais voyagé, si n'était jamais parti du Cameroun, je vous assure, peut-être au nom de mes ancêtres, je devais rester bleu. Mais le fait d'avoir traversé moi-même le désert, le fait d'avoir parcouru, d'avoir fui la police en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, d'avoir dormi dans le plafond parce que j'esquive la police, parce que je suis un sans-papier, le fait d'avoir fait tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais prenez conscience que vous n'êtes plus jeune. Ceux qui disent que je suis trop bruyant, là, quand c'est le pasteur, vous ne parlez pas. Tu parles de quelle personnalité et quel charisme. La personnalité et le charisme ne servent à rien si l'argent n'accompagne, cher ami. Je ne suis plus à votre niveau, là. Je suis plus au niveau du charisme. Je suis plus au niveau où on va me voir en route que c'est ma beauté, là, qui va... Non, je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai traversé ce niveau-là. Ça, c'est pour ceux qui ont un problème de spiritualité. Je suis plus au niveau du charisme. Je suis plus au niveau de la beauté. Je suis au niveau de est-ce que ma vie me plaît. Donc, arrêtez de croire que vous êtes jeune. Vous n'êtes pas jeune. Même les filles de 27 ans, là, je vois une fille de 27 ans, 30 ans. Elle n'a rien à part 2 perruques et 2 talons, mais elle veut un gars riche. 27 ans, 30 ans. Son héritage, c'est 2 perruques, 2 talons, un téléphone Android. Mais elle veut un gars riche. Vous ne pouvez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas développer la connerie et soutenir et croire que vous allez évoluer avec. Depuis que FSG a bloqué même 40 marabouts, c'est tous les jeunes là, les jeunes. Parfois vous pensez que c'est les Béninois. Alors que c'est nos propres frères camerounais à Noubel là, cachés quelque part à Noubel, à Bepanda. Vous voyez que depuis que fait le direct, quelqu'un vient te dire qu'il faut développer ton charisme. Parce qu'on leur a dit quelque part que quand tu es habillé en veste cravate, tu vas négocier une affaire, tu es bien habillé, ça fait foi. Oui, mais ça c'est quand tu vas négocier une affaire. J'ai négocié quelle affaire avec vous?
Donc je vois beaucoup de jeunes qui disent qu'on veut changer le Cameroun. Je les vois se battre. Oui, dans la rue, ils luttent. Mais comment quelqu'un qui ne peut pas se changer soi-même peut changer le Cameroun? Comment quelqu'un qui ne peut pas, c'est-à-dire que comment quelqu'un qui ne peut pas se changer soi-même peut changer le Cameroun? Comment quelqu'un qui ne peut pas monter des projets peut monter des projets pour son pays? Comment les gens qui n'ont pas de projet pour leur vie peuvent avoir des projets pour la vie de la nation? C'est comme ça que vous vous retrouvez dans des sectes, dans la sorcellerie, vous vous retrouvez dans des choses qui vous coincent. Parce que vous avez refusé de comprendre que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a ceux qui ont 20 ans, qui regardent 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le plus important est de comprendre jusqu'à présent, de faire l'état des lieux de sa propre vie et de demander que, mais ça veut dire que durant les 10 dernières années de ma vie, je n'ai été bon qu'à rien. Parce que je vous ai dit que vous vous posez la question de savoir pourquoi les Camerounais ne se lèvent pas pour aller chasser Paul Biya. Vous vous êtes demandé ça, n'est-ce pas? Vous vous êtes demandé pourquoi on ne manifeste pas, n'est-ce pas? Alors, je vous explique que c'est parce qu'on a une pauvreté mentale à la base. Parce que je ne peux pas expliquer comment quelqu'un peut dormir dans l'obscurité pendant 2 semaines parce qu'Enio a coupé le courant. Il n'est pas capable de s'indigner. Alors, c'est parce que sa vie elle-même n'est pas une vie structurée. Donc, le fait que nous ne sommes pas capables de nous bâtir nous-mêmes nous empêche de bâtir la société. C'est pour ça que si tu as de très grands projets pour ton pays, ça veut dire que tu as d'abord de très grands projets pour toi-même. Si tu as de grands projets pour ta communauté, ça veut dire que tu as de très grands projets pour toi-même. Donc, demandons-nous que les 10 dernières années de ma vie ont servi à quoi? Beaucoup verront qu'ils ont passé 10 ans cadeau de leur vie. Les gens développent des concepts pieux. Non, il faut dormir 8 heures par jour. Il faut manger 3 fois par jour. Mais quelqu'un qui dort 8 heures par jour toute sa vie, ça veut dire que sur 24 heures, tu dors 8 heures. Ça fait les 1/3 de la journée. Donc si tu as 30 ans, ça veut dire qu'en fait tu as 20 ans, puisque tu as dormi 10 ans de ta vie. Et tu revendiques ça. Oh, les gens ne savent pas que tellement les Occidentaux travaillent tellement qu'ils ont besoin que... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient que Dieu suspende le sommeil dans la... ou qu'on taxe le sommeil. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas rater mon repas de midi. Hey, tu manges 3 fois par jour. Il y a des gens qui restent chez eux le soir. Tellement ils mangent que si le matin ils donnent l'argent du repas, ils rentrent chez lui, le soir il ne voit pas la nourriture, il tape la femme avant de demander ce qui s'est passé. Donc il tape d'abord la femme. Parce que la nourriture est devenue un problème fondamental de sa vie. Il ne mange pas pour se nourrir, non. Il mange pour rassasier. Il mange parce que c'est bon dans la bouche. C'est le goût là qui plaît. C'est pour ça qu'il met le cube, il met le jambon, il augmente la moutarde, il ramasse tout ce qui est au supermarché. Il met les maladies dans son corps et encore après c'est lui qui pleure qu'il n'y a pas l'argent pour se soigner. Donc sa vie n'a pas de sens en réalité. Maintenant, il y a quelque chose maintenant que les jeunes ont. L'un des combats des jeunes maintenant, c'est comment durer sur leur copine. Ça dit que... Moi attendez. Bon, je ne vais même pas vous montrer.
Ça dit que les gars se battent. Mais gars, comment faire même pour faire 45 minutes, 1 heure? Ça dit que c'est devenu une préoccupation pour la jeunesse. Et après un jour, je demande lors d'une conférence aux jeunes que vous pouvez même faire 1 mois sans faire l'amour. C'est les filles qui répondent que je suis devenu quoi? Que mon corps c'est le bâton. Mais quelqu'un qui ne peut pas faire 1 mois sans faire l'amour ne va jamais marcher dans la rue. Parce qu'il a peur d'aller en prison, il ne fait plus l'amour. Est-ce que vous comprenez la sociologie de ce peuple? Ça veut dire que tu dis à quelqu'un, est-ce que je peux faire 1 mois sans faire l'amour? Il dit que tu es malade, que c'est devenu quoi? Que j'ai même fait 1 semaine. Mais quelqu'un comme ça ne peut pas manifester. Alors, comment quelqu'un qui dit je ne peux pas faire 1 semaine sans faire l'amour pour rien au monde, comment il peut manifester? Mais il préfère qu'on coupe l'énergie, on coupe l'eau. Il n'y a même plus le carburant, à condition que les fesses soient disponibles. Mon frère, Chapper, sache que moi j'ai une méthode de communication qui n'est pas votre méthode. Votre méthode d'éléments scientifiques, objectifs, ça c'est pas ma méthode de communication. Si tu me suis, ceux qui me suivent depuis 2013 sur les réseaux sociaux savent que pour moi quand je parle c'est pour que les gens comprennent. Je ne parle pas pour impressionner. Tu ne m'as jamais vu sur un plateau de télévision avec un bic et les bouts de papier. Tu ne m'as jamais vu quelque part dans une conférence ou dans une réunion tenir un discours en tant que président ou invité avec des choses écrites. Ça sort d'ici. Parce que je parle des problèmes liés de la société. Je parle au gars de Mboko. Je ne parle pas de toi qui connais le mot subjectif et scientifique. Là. Je ne parle pas à vous. Je n'ai pas besoin de vous. Puisque dans notre société, vous n'atteignez même pas 1%. Je parle pour que les gens comprennent. J'utilise la même méthode du bar pour parler au barman. J'utilise la méthode des benskinners pour parler aux benskinners. Celui qui m'a appris ça, c'est mon père spirituel, Théophile Obenga. Les 365 jours que j'ai passés auprès de lui au Congo, il m'a dit ne parle jamais. Quand tu écoutes Théophile Obenga, il est linguiste. Tu peux savoir qu'il peut parler, qu'il parle en français. Il parle comme au bar pour que les gens comprennent. Il parle pour que les gens comprennent. Tu as écouté Pougala parler? Pougala parle pour que les gens comprennent. Tu as écouté Mbon Basson? Il parle pour que les gens comprennent. Donc je ne suis pas venu impressionner. Je ne fais jamais de direct. Je ne prépare pas. Ça veut dire que ce que je dis, ça vient du fond de moi. C'est parce que j'ai passé le temps à observer. C'est pour ça que je parle sans bord. Vous m'avez jamais vu sur un plateau avec les bords. Je ne fais pas ça. Donc je ne viens pas parler parce que j'ai lu beaucoup de livres. Je ne parle pas pour impressionner les gens, pas parce que j'ai lu les livres. Parce que je ne sais pas, je sais pas. Donc je parle au gars de Bepanda Yong Yong. Je parle au gars de Mabanda pour que les gars apprennent qu'ils doivent quitter Mabanda un jour partir aussi ailleurs. Alors je ne peux pas parler au gars de Mabanda comme si je parlais aux gens qui vivent aux Champs-Élysées. Et c'est encore notre problème lié de notre société. Les gens partent à l'école, au lieu d'apprendre la connaissance, ils apprennent le bon français. Parce qu'il faut parler impressionné. Allô, ça va? Eh bon, je suis venu, ça fait 3 jours que je suis venu. J'étais au village, j'ai vu papa, j'ai vu maman. Bon, les choses n'ont pas changé. Mais vous faites tout ça. Est-ce que ça achète le terrain? Est-ce que tout ça là, est-ce que ça envoie ton enfant à l'université? Ça n'envoie pas. Personnellement, il y a des endroits où quand j'arrive, on dit, voilà un sénateur qui arrive. Bon, peut-être autre chose peut faire mon charisme, peut-être parce que je suis venu avec une voiture, je ne sais pas quoi. Mais moi-même qui sors dedans là, je sors comme si je sortais n'importe où. Donc avec mon même habit, vous m'avez vu, non? Comme je suis là. Regardez-moi bien.
Je m'avais fait cours tout à l'heure avec ça. Donc je vais aller donner cours tout à l'heure avec ça. Net comme je suis là. Donc j'entre, les étudiants là sont plus chauds que moi. Mais pour moi, quoi là-dedans? Je leur dis que les gars, vous êtes des techniciens de demain. Vous ne faites pas la veste et cravate, pourtant vous êtes venus faire technique ici. C'est le tournevis et la blouse. Donc, ça fait partie des problèmes de notre société. Il y a un Yaoundé là, on l'appelle Séméon. Lui, il jouit quand il parle, personne ne comprend. Quand personne ne comprend, il jouit. C'est sa façon d'être sur la terre. Pourtant, lorsqu'on parle aux hommes, c'est pour que les hommes comprennent le message, tout le message, la quintessence du message, le fond du message, la profondeur du message, la sagesse que le message dégage. Et pour qu'ils comprennent, il faut les parler avec des mots qu'ils comprennent. C'est pour ça que j'aurais dû parler en bamindjou, que je vous aurais dit exactement ce que je veux dire. Parce que là, même en vous parlant, je souffre parce que ce que je veux dire, traduisant en français, je rencontre encore des difficultés. Parce que ce que je veux dire se trouve net en bamindjou. Donc, bâtissez vos vies en fait. Faites de vos vies un projet, un plan. Peut-être depuis que vous êtes arrivé en ville, depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes parti de chez vos parents, depuis que vous avez décidé de ne plus être fils à papa, beaucoup de choses n'ont pas marché. Peut-être vous avez connu des échecs. Peut-être vous avez été inerte, narcissique. Peut-être vous ne vous êtes pas bâti. Mais vous pouvez commencer dès demain. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin d'une prière. Parce que les gens vont dire non, il faut travailler ton apparence. Mais on travaille ton apparence lorsqu'on devient un homme d'affaires. Parce que quand on dit qu'il faut travailler ton apparence pour attirer, mais les pauvres partent aussi travailler leur apparence. Mais ce n'est pas aller négocier quel contrat. Certes, l'apparence compte. Mais pour un comme moi qui suis homme d'affaires, qui suis commerçant, même lorsque j'en sais, je n'ai pas besoin de l'apparence parce que mon apparence n'a nulle part où ça va jouer. Le plus important, c'est la compétence. C'est vos valeurs. C'est que lorsqu'on discute avec vous, on sent qu'on a affaire à un homme. C'est ça le plus important. Maintenant, on peut travailler la compétence lorsqu'on a rendez-vous avec un partenaire qu'on estime qui ne comprend pas la méthode. Alors, on se met en veste, on se met en cravate, on porte sur mallette comme tout le monde. Mais cela ne doit pas devenir l'un des projets de votre vie. Parce que vous commencez à devenir intéressant lorsque papa dit « je suis malade », tu dis « papa, voilà 25 000 ». Lorsque l'enfant dit « papa, je vais changer d'université », tu dis que « oui, mon fils, je t'inscris telle année dans telle université ». Lorsque la femme dit « chérie, je pense qu'il me faut faire ma garde-robe », tu dis que « oui, voilà, tu vas faire ta garde-robe ». Lorsque tu appelles ta mère pour dire « maman, je vais finir ma maison, il faut venir, on va inaugurer ». Lorsque tu appelles tes amis pour te dire « les gars, je viens de lancer ma nouvelle entreprise », c'est où tu commences à devenir intéressant dans la société. On ne commence pas à devenir intéressant lorsqu'on a porté une belle veste, un bon t-shirt, une belle chaussure. Non, ne tombez pas dans ces pièges-là. On dit que oui, mais ouais, wow, gars, tu as une jolie veste, tu souris, pourtant tu n'as pas mangé dedans. Waouh, mais c'est un beau garçon. Hein, tu dis, merci beaucoup, moi-même je sais. Non. Pourtant tu n'as pas payé ta maison. Mais tu es beau, tu es bien habillé, tu t'exprimes bien, mais tu as même peur parce qu'on n'a pas l'argent pour placer 2 perfusions. Ton enfant arrête les études en cas de terminale parce que tu n'as pas l'argent pour l'université. Et on dit que tu es beau, tu es fier. Que tu as une belle veste, tu es fier. Les gars, construisez vos vies. À 30 ans, on est déjà vieux. 30 ans, on est vieux. 30 ans, là, on est vieux. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a 30 ans et qui pense qu'il est un enfant qu'on doit toujours aider, là, qu'on doit assister par seconde, là, que les tantes doivent cotiser pour lui, les oncles doivent cotiser pour lui. À 30 ans, on est vieux. Donc, si à 30 ans, tu n'as pas encore tracé les voies de ta vie, trace-les dès maintenant.
Certainement, tu n'as pas encore acheté de terrain. Commence maintenant à trouver comment acheter un terrain, même si c'est un terrain en occasion. Lorsqu'on vient sur la terre, c'est pour marquer son existence. Il y a des théories qui nous enseignent, surtout des théories d'intelligence financière. J'ai eu à participer à certains séminaires sur l'intelligence financière et la plupart des coachs en intelligence financière sont des gens qui ont fait banque et finance. Et puis, ils vous expliquent que l'argent, en fait, doit être multiplié. On doit fluctuer l'argent. C'est une vérité que lorsqu'on a pu économiser 10 millions, on doit se battre à ce que les 10 millions produisent 15, 20, 30, 40 millions. C'est une évidence. Mais, si vous avez utilisé 15 ans pour travailler 10 millions, et que vous n'avez pas la capacité de développer les 10 millions, parce que beaucoup de gens ont passé 10 années à travailler dans l'argent et ils sont allés investir dans un business. Le business a détruit 10 années de leur souffrance. Le business a englobé. Le business a détruit 10 années de leur vie. C'est pour ça que, au-delà du fait que je vous demande de porter des projets pour vos vies, vous devez faire attention et poser la question de savoir si vous êtes à la hauteur de vos rêves. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de vos rêves, vous devez vous battre à vous former quotidiennement. C'est pour ça la raison que votre téléphone portable ne doit pas seulement vous servir à prendre des photos, à lire le Congo, ça sur Facebook. Il doit aussi être un outil d'enseignement et de formation, dont les cours sont aujourd'hui disponibles gratuitement sur YouTube et sur beaucoup d'autres plateformes. Vous avez les cours de droit, de sciences, de techniques, de production, d'industrie. Tout ça est aujourd'hui disponible. Il y a des MOOC qui s'organisent dans des universités en Europe, au Canada, partout. On ne paye pas. Vous devez vous inscrire. Il y a des formations gratuites que les ONG donnent aujourd'hui en ligne. Allez vous former. Il y a des cours pleins sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Comment